Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est encore un livre-objet, un album souvenir que nous propose de feuilleter aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Henri Tinck, spécialiste d'un Vatican qu'il a longtemps évoqué pour Le Monde et la Croix, nous propose ce livre-souvenir dédié à Saint Jean-Paul II, qu'il a donc bien connu. Il l'a sous-titré « L'homme de Dieu, l'arpenteur du monde ». Et pour bien commencer l'émission, vous allez évoquer l'attentat du 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre de Rome. Oui, c'est ce que nous allons faire. En effet, on va revivre ces heures tout à fait dramatiques. Et pour clore l'émission, nous irons faire un tour du côté de la résidence estivale des papes, aujourd'hui dévolue au pape émérite Benoît XVI, le domaine de Castel Gandolfo dans le Latium. Et pour le moment, je vous propose donc de revivre cet épisode tellement dramatique de l'existence de Jean-Paul II. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. On a tiré sur Jean-Paul II. En cette fin d'après-midi du 13 mai 1981, la nouvelle à peine croyable fait le tour du monde en quelques minutes. Un peu partout, c'est la même stupéfaction. La même inquiétude, on colle l'oreille à son poste de radio, on garde les yeux rivés sur les éditions spéciales à la télévision. Les journalistes eux-mêmes ont l'air un peu perdus à l'affût de la moindre information à transmettre. Les mêmes images vont revenir en boucle sur les écrans, celles d'une foule hébétée place Saint-Pierre, une foule qui vient d'assister à l'attentat, une foule qui pour partie a pu entendre les coups de feu qui ont retenti un petit peu après 5h15. Et puis il y a eu le départ précipité du véhicule transportant le pape. Jean-Paul II, touché à l'abdomen et dans un état critique, il a été conduit de toute urgence à la clinique Gemelli qui est à quelques kilomètres de la place. Et maintenant, il faut attendre et tenter de chercher des réponses aux nombreuses questions qui se bousculent. Qui a commis un tel acte? Pour quelles raisons? Est-ce que le criminel a agi seul? Est-ce qu'on va découvrir qu'il fait partie d'un complot? Pour mieux saisir ce qui a pu se passer ce mercredi 13 mai 1981, il faut revenir un petit peu en arrière, s'intéresser au parcours, à la personnalité hors du commun de ce pape, de ce nouveau pape à l'époque, un pape que personne n'attendait. Dites-vous qu'environ 3 ans plus tôt, le 28 septembre 1978, on apprenait la mort inattendue de Jean-Paul Ier. Je dis inattendue, c'était après 33 jours de pontificat. Ah oui, en effet. Ah oui, non, c'était un règne fugace, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on venait d'élire ce nouveau pape qui succédait à Paul VI, et voilà que de nouveau, le conclave doit être réuni, et assez vite. Le 16 octobre, à 18h18, on voit apparaître, vous savez, la fumée blanche. Ah oui, la fameuse, oui, bien sûr. Habemus Papam, un nouveau pape a été élu. Et alors ce pape-là, personne ne l'attendait. Voilà ce qu'on entendait ce jour-là sur l'antenne d'Europe 1. Habemus Papam, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. De Rome, notre envoyé spécial, François Ponchelet. Dès la fin de la cérémonie, le pape Jean-Paul II, qui visiblement adore le contact direct avec la foule, le pape Jean-Paul II s'est dirigé vers cette foule massée sur la place Saint-Pierre. Il a dit à la foule: vous êtes l'espérance du monde, l'espérance de l'Église et mon espérance, ce qui a provoqué de vifs applaudissements. Et puis le pape a provoqué alors là un véritable déchaînement d'enthousiasme avant de prononcer la bénédiction. Il a dit en effet: allez, il faut se quitter, nous avons tous faim, il faut aller déjeuner. Et je crois que c'était vraiment le mot de la fin. Aux catholiques de France et des pays de langue française, j'exprime toute mon affection et tout mon dévouement. Et je me permets de compter sur votre soutien filial et sans réserve. Évidemment, c'est une surprise. Voilà ce que nous dit Henri Tinck dans son ouvrage. La foule comprend mal le nom inconnu, Wojtyła, qui vient d'être prononcé. Pendant quelques secondes, c'est la stupeur. On se regarde, on s'interroge. Qui est? C'est-à-dire, qui est-ce? Enero? Est-ce un noir? Est uno straniero? Est-ce que c'est un étranger? Les journalistes eux-mêmes, venus du monde entier, feuillettent leur liste et bafouillent jusqu'à ce que Radio Vatican lève tout doute sur la nationalité de l'élu. È un polacco.
s'exclame alors la foule à l'unisson. Et oui, c'est un Polonais, jusque-là archevêque de Cracovie. Le pape a tout de suite, le nouveau pape élu, a tout de suite séduit cette foule, vous l'aurez compris. Il n'a que 58 ans, il est visiblement charismatique, il a l'air doux, son visage est empreint d'une forme d'humanité profonde et en même temps, on le sent solide. Bref, il va plaire et plaire très vite. Quand je dis qu'il va plaire, peut-être pas partout. Vous imaginez bien que dans les couloirs du Kremlin, on n'est pas ravi du tout de voir élu pape un archevêque polonais. C'est un choix du conclave qui peut passer pour assez courageux. La situation de l'église polonaise à l'époque est très particulière. C'est le vecteur principal dans le bloc de l'Est, comme on disait. C'est le vecteur principal de résistance au communisme. Et voilà qu'on élit cet archevêque polonais sur le trône de Saint-Pierre. Jean-Paul II va tout de suite marquer par un certain nombre d'actes très, très frappants au début de son pontificat. Il va marquer ce changement de style qui est resté dans les mémoires. Il veut d'abord aller au contact des fidèles. Lors de la messe inaugurale de son pontificat, voilà ce qu'il lance, cette fameuse phrase, vous savez, cette injonction: n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes du Christ, ouvrez les fenêtres des États, les systèmes économiques et politiques, là tout est dit, les vastes champs de la culture, de la civilisation et du développement. N'ayez pas peur. Et lors de son premier voyage en Pologne, dans son pays d'origine, il reçoit l'accueil absolument fervent de millions de personnes, 1,5 million de personnes à Cracovie. Vous imaginez ça? C'est l'espoir entier d'un pays. Le message du pape va nourrir la résistance, va la porter, cette résistance au pouvoir communiste, avec évidemment les grandes grèves des chantiers navals de Gdansk, avec le rôle de ce leader, vous savez, Lech Walesa, comme nous disons nous, à la tête du syndicat Solidarność. On peut dire que le ferment spirituel, l'impact politique de cette élection d'un pape polonais sont considérables. Alors, le pape ne se cantonne pas au bloc de l'Est, bien entendu, on le voit voyager en Amérique du Sud, en Afrique, etc. On n'avait jamais vu un pape voyager comme ça. Le tout premier voyage d'un pape, c'était Paul VI qui l'avait fait en Terre Sainte, et à l'époque, ça s'était passé pour un événement considérable. Et voilà que ce pape-là est constamment dans l'avion, il porte beaucoup d'espoir un peu partout, et à la fin de 1979, il se rend en Turquie pour un voyage particulièrement sensible. La région est déstabilisée par la toute récente révolution islamique en Iran, bien entendu. On a demandé au pape de revêtir un gilet pare-balles, et pour cause, des menaces directes ont été proférés à son encontre, et parmi ceux qui s'opposent à la visite du pape en Turquie, un jeune extrémiste de 21 ans, dénommé Ali Akça. Qui est-il? Eh bien, il fait partie d'une sorte de secte qui s'appelle les Loups Gris. C'est un parti groupusculaire néofasciste qui a des liens évidents avec la mafia et avec certains services secrets dans le monde. Ali Akça avait été arrêté au printemps précédent parce qu'il avait tué le rédacteur en chef d'un quotidien turc de gauche qui s'appelle Milliyet, et il s'est évadé de sa prison. Et vous imaginez la menace, donc. Il envoie un message très clair au quotidien Milliyet. Les impérialistes occidentaux envoient en Turquie le commandant des croisés Jean-Paul déguisé en chef religieux, a-t-il dit. Si cette visite n'est pas annulée, je tuerai à coup sûr le pape. C'est l'unique motif de mon évasion. On retient son souffle pendant toute la visite officielle. Finalement, la visite de Jean-Paul II en Turquie se passe bien. Pour autant, Ali Akça n'en a pas fini avec ce pape.
La voix de Barbara Hendricks à l'instant sur Europe 1 avec un extrait de la messe du couronnement de Mozart. Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck, nous sommes donc au mois de mai 1981. Jean-Paul II est pape depuis un peu moins de 3 ans. Il l'ignore, mais un attentat est en préparation contre lui. Alors avant que vous nous racontiez les circonstances de cet événement qui a profondément choqué le monde, on s'en souvient, j'ai quand même une petite question à vous poser. Vous nous avez dit que Jean-Paul II a été élu très jeune, à 58 ans. Est-ce que c'est vraiment une rupture avec ses prédécesseurs ? Oui. D'abord, oui, c'est vrai qu'il est jeune. Pie XII avait été élu à 63 ans, il avait vécu vieux. Jean XXIII à 76 ans. Ah oui, en effet. Paul VI et Jean-Paul Ier à 65 ans. Mais au-delà de l'âge stricto sensu, il y avait ce dynamisme particulier, cette vigueur physique qui marquait chez ce pape, en tout cas au moins jusqu'au fameux attentat. Encore une fois, le précédent pape n'avait régné que 33 jours. On a voulu en tout cas cette fois avoir un pape qui soit physiquement solide et qui soit moderne d'une certaine manière. Et c'est vrai que Jean-Paul II va épouser son temps, nous en parlerons dans un instant avec Henri Tinck. Donc nous sommes à Rome le mardi 12 mai 1981. Ali Archa est là avec un complice qui s'appelle Oral Çelik. Ils sont en train de régler les derniers détails de leur plan. Ils vont pas y aller par 4 chemins. Ils ont prévu de se mêler à la foule place Saint-Pierre au moment de la grande audience hebdomadaire place Saint-Pierre. Ils savent que le pape circule au milieu de la foule dans une Jeep ouverte. Et donc, quand il s'approchera, ils vont tirer. Çelik, qui aura la position la plus éloignée, doit lancer une grenade pour faire diversion et leur permettre de s'échapper et de gagner une voiture qu'ils ont garée un petit peu plus loin. Tout ça a été relativement bien prévu, même si le plan, disons-le, est relativement sommaire. Dans la soirée, Ali Archa va se rendre au cinéma avec une femme de chambre qu'il a rencontrée. Ils vont voir un film. Alors quel film ? Ça ne s'invente pas quand même. Ils vont voir Le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Oui, en effet. Ouais. Et quand cette compagne d'un soir va demander à Ali Archa ce qu'il est venu faire à Rome, il lui répond qu'il est venu accomplir une grande œuvre. Voilà des mots qu'on a malheureusement pris l'habitude d'entendre. Le lendemain donc, il va quitter son petit hôtel de la Via Cicerone, c'est-à-dire tout près, juste à la lisière du Vatican. Il s'est levé tôt, Ali Archa. Séance de sport, douche froide, prière matinale. Il s'habille de la manière la plus passe-partout possible, une chemise blanche, un veston gris. Et sur un bout de papier, il a tracé les mots suivants. J'ai tiré sur le pape pour que le monde se souvienne des milliers de victimes de l'impérialisme américain et soviétique en Afghanistan, au Salvador et dans le tiers-monde. Avec un message aussi confus, allez donc essayer de comprendre quoi que ce soit. Il met cette note étrange dans sa poche, il prend son revolver dans le petit meuble, dans sa table de nuit si vous voulez, et puis il sort pour ce qui s'annonce comme une longue journée. Quelques heures plus tard, ils déjeunent avec Çelik. Ils vont boire un verre. Qui pourrait les soupçonner ? Ils vont bientôt se mêler complètement à la foule. Il est environ 3h30 maintenant en place Saint-Pierre. Des milliers de fidèles se sont déjà réunis pour cette audience publique qui l'hiver a lieu dans un lieu couvert, mais qui est en plein air pendant toute la belle saison. Vous n'avez pas seulement des fidèles place Saint-Pierre, il y a aussi des touristes qui viennent tout simplement voir le pape, surtout ce pape-là qu'on veut voir, on veut l'avoir vu même. À 16h30, Ali Archa et Çelik vont jouer leur rôle de touristes ordinaires. Donc ils achètent des cartes postales pour faire bien, si vous voulez, et puis ils rejoignent leur position. Et ça y est, déjà la voiture du pape apparaît dans la liesse populaire. Jean-Paul II est debout, bien sûr, dans la voiture. D'une main, il salue, il bénit les 20 000 pèlerins présents, son regard se pose sur des visages émus, sur des visages joyeux. Il y a là avec lui son secrétaire, son majordome, quelques policiers en civil chargés de sa garde rapprochée. Le véhicule fait exactement le même trajet que d'habitude, une sorte d'arc de cercle sur la place Saint-Pierre.
Et bientôt, il y a une femme qui est là, qui tend sa petite fille en direction du pape. Le pape s'arrête pour l'embrasser. La Jeep est maintenant à proximité de ce qu'on appelle la porte de bronze par laquelle elle va rentrer dans les parties privées du Vatican. Ali Archa n'est plus là qu'à quelques pas et tout va très vite. Le terroriste, l'assassin brandit son arme. Il est 17h17, premier coup de feu. Jean-Paul II est touché. Oral Chelik va tirer lui aussi. Et puis Ali Archa tire une deuxième fois. Le secrétaire de Jean-Paul II se souviendra, j'entendis le premier coup de feu et au même moment, je vis des centaines de pigeons s'envoler à tire d'aile, puis aussitôt la seconde détonation, à l'instant même, le Saint-Père s'affaissa contre moi. Vous imaginez le choc considérable, bien entendu. Ce qui vient de se passer, place Saint-Pierre, c'est l'inconcevable. Dans une confusion, bien entendu, dans la peur de la foule aussi, qui a été impressionnée par ces coups de feu. Et beaucoup de gens n'ont pas entendu les coups de feu, mais ont vu tous ces pigeons s'envoler en même temps, bien entendu. Certains vont réagir avec un aplomb incroyable. Archa voudrait tirer encore une fois, sauf ce moment-là, il y a une religieuse qui l'a vraiment saisi par le bras. Son revolver va lui échapper. Elle s'appelle Sœur Laetitia, cette religieuse qui s'accroche au jeune homme assez longtemps pour que quelqu'un arrive à se jeter sur lui, le maîtrise. Archa tente de se soustraire à l'emprise, mais il n'y arrivera pas. Et là, les policiers vont arriver et vont se saisir de lui. Quant à Chelik, son complice, il n'est pas allé au bout de son plan. Rappelez-vous qu'il avait prévu de dégoupiller une grenade et de la jeter dans la foule, ce qu'il n'a pas fait. De son côté, le pape a été conduit à l'hôpital le plus proche, donc à la clinique Gemelli, en toute hâte. C'est une stupeur considérable qui s'empare de la place Saint-Pierre, de la ville entière de Rome et bientôt de l'Europe et du monde entier. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de l'attentat du 13 mai 1981 contre le pape Jean-Paul II. Alors, on l'a vu et on l'a vécu avec vous juste avant la pause, Franck Ferrand. Ali Archa vient de tirer sur le pape Jean-Paul II et il est conduit à l'hôpital. Oui, et Jean-Paul II passe des heures sur la table d'opération, raconte Henri Tinck. Il restera 4 jours en salle de réanimation, mais on ne saura qu'au bout d'une semaine que sa vie est sauve. Ni la colonne vertébrale, ni aucun point vital n'ont été touchés. En parallèle, l'enquête commence dès l'arrestation, bien sûr, d'Ali Archa, qui est rapidement interrogé par les services de la police italienne. Il va tenir un discours pour le moins confus. Par exemple, il se présente comme, je le cite, Mehmet Ali Archa, le plus grand terroriste turc. Ce qui s'appelle un terroriste autoproclamé. Il va donner des explications qui n'aident pas beaucoup. J'appartiens à une nouvelle race internationale. Je suis au-delà des idéologies, dit-il. Enfin, on voit un peu le genre auquel on a affaire. De nombreuses personnes vont essayer de reconstituer le parcours mouvementé d'Ali Archa dans les mois qui ont précédé son geste fatal. Mais pour l'instant, tout ça reste quand même très flou. Il est présenté dès le 20 juillet, donc ça va très vite. Dès le 20 juillet 1980, il est présenté devant la première cour d'assises de Rome. Alors là, vous imaginez, devant des journalistes venus de la planète entière, 250 journalistes accrédités, 30 télévisions qui vont suivre l'ensemble du procès. Et l'avocat, qui est un avocat commis d'office, va plaider le fanatisme religieux, ce qui est un petit peu court, évidemment. Ali Archa est derrière une vitre blindée, il a l'air complètement instable et il a une attitude franchement désagréable au cours de ce premier procès. Il s'en prend à un certain nombre de journalistes, au personnel judiciaire. Il a commencé à faire une grève de la faim, qu'entre parenthèses il n'a pas suivi. Enfin bref, il dit que ce procès est très injuste et finalement, après 2 jours d'audience, il est condamné à la prison à vie, assorti d'1 an à l'isolement. C'est ce que l'arsenal judiciaire italien de l'époque fait de plus fort. L'attentat contre Jean-Paul II serait donc simplement l'acte d'un déséquilibré. Vous savez, c'est toujours la même chose. On pourrait faire une très longue litanie de ces attentats politiques qui semblent être a priori le geste d'un déséquilibré. Sauf que là, évidemment, un certain nombre d'éléments permettent de douter de cette thèse officielle. Et par exemple, on apprend qu'Archa a séjourné en Bulgarie avant de venir en Italie, qu'il y a rencontré un parrain de la mafia turque qui lui aurait proposé 3 millions de Deutschmark pour assassiner le pape. Est-ce que le contrat en question a été réellement passé? Eh bien, pour avoir travaillé sur le sujet à l'occasion d'une émission de télévision, je peux vous dire que c'est quasiment impossible de le dire. Dans les années qui suivent,
beaucoup vont s'intéresser aux liens, en tout cas, entre Ali Archa et cette mafia bulgare, ce qu'on appelle la piste bulgare, et notamment au rôle des services secrets de la Bulgarie communiste, alliée de l'Union soviétique à l'époque, bien entendu. Tout ça débouche sur de nouvelles enquêtes, seulement les preuves manquent, les revirements du jeune Turc, disons-le, ne facilitent pas les choses, et si l'on admet assez volontiers aujourd'hui l'existence d'un complot impliquant le KGB et son équivalent bulgare, on ne peut rien véritablement prouver. Une action spectaculaire contre le pape aurait porté un coup sans doute fatal à l'opposition polonaise, nous dit Henri Tinck, et les services bulgares étaient mis à contribution pour exécuter les basses œuvres du KGB tout-puissant à la fin de l'ère brejnevienne. Un tel scénario est loin d'être absurde. Alors on continue à se poser toutes sortes de questions qui restent sans réponse, évidemment, à propos de Ali Archa. C'est William Kazi, vous savez, l'ancien patron de la CIA, qui va parler à ce propos de plus grands secrets d'État du XXe siècle. On a envie de dire, mais encore, quel secret d'État ? Quoi qu'il en soit, Jean-Paul II, vous le savez, va se remettre imparfaitement, mais va se remettre de manière même assez inattendue et extraordinaire des blessures qui lui ont été infligées. On l'a vu dès sa chambre d'hôpital prier pour son frère, je le cite, celui qui lui a tiré dessus et à qui il a complètement pardonné. Et vous savez que en septembre 1983, il ira rendre visite à Ali Archa dans sa prison. Que se sont dit les deux hommes à ce moment-là ? On a entendu les mots secret, pardon, confiance, mais on ne peut pas le dire très exactement. Qu'est devenu Ali Archa ? Vous me demandiez ça tout à l'heure, la pause, Anissa. Eh bien, il a été libéré, figurez-vous, le 18 janvier 2010. Donc 2010, un petit peu moins de 5 ans après la mort du pape qu'il avait voulu assassiner. Il a depuis publié un ouvrage dans lequel il dit que tout ça est que son acte a été piloté non pas par la Bulgarie mais par l'Iran de l'ayatollah Khomeini. Est-ce qu'il faut le croire pour autant ? Je vous avoue que je n'irai pas jusque-là. Bonjour Henri Tinck, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Nous allons revenir quelques instants sur cet attentat et puis surtout sur le règne très marquant du pape Jean-Paul II. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et jusqu'à 15h, nous vous parlons de Jean-Paul II avec un très beau livre pour les fêtes. Ça, c'est une bonne idée cadeau si vous n'avez pas encore fini vos courses. Un livre signé Henri Tinck, qui est journaliste et écrivain, ancien responsable des informations religieuses au Monde et qui a signé donc Jean-Paul II, l'homme de Dieu, l'arpenteur du monde, chez Télémac. Un livre plein de mémorabilia, de souvenirs, avec des encycliques, avec des documents qui appartiennent à la vie même de ce pape Jean-Paul II, Henri Tinck, et qui nous replonge dans toute une partie de notre vie, bien entendu. Alors, un mot peut-être de cet attentat. J'ai été extrêmement rapide, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ce qui est des enquêtes et des procès, car il y a eu plusieurs procès d'Ali Archa. Que peut-on dire aujourd'hui de cet assassinat ? Alors vous me disiez d'ailleurs que le pardon apostolique qui avait été donné à Ali Archa lors d'une visite du pape dans sa cellule avait eu lieu pendant les fêtes de Noël 83 et non pas en septembre comme je l'ai dit. Oui, exactement. Oui. C'était à l'occasion de Noël. Oui. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors de cet attentat ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui si oui ou non le Kremlin était caché, embusqué, si je puis dire, derrière le tueur ? On n'a absolument aucune certitude. Et il faut rester évidemment extrêmement prudent. Et on peut le regretter, mais on ne saura jamais la vérité. Une chose est sûre, c'est que l'élection d'un pape polonais a été un traumatisme dans le bloc soviétique. À juste titre du reste, puisque ça a eu un impact considérable. À juste titre et complètement inattendu dans la configuration du monde de l'époque qu'un pape vienne du bloc communiste, de cette partie du monde qui était réduite au silence, surtout la partie croyante, c'était un événement inimaginable. Et donc, comme il y a une tradition, malheureusement, d'assassinat politique dans le monde totalitaire et le monde totalitaire communiste, on a quand même de fortes présomptions pour assurer aujourd'hui que le KGB n'est pas étranger à cette tentative d'assassinat de ce pape polonais.
Ali Arshad dit aujourd'hui qu'il est devenu bon catholique, qu'il prie pour la mémoire du pape de Saint Jean-Paul II, etc. Et c'est quand même un drôle de personnage. Il est très très instable psychologiquement, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, comme beaucoup malheureusement de jeunes fanatisés comme ça, oui. Fanatisés, fous de Dieu à leur manière, et on en voit hélas le triste spectacle très régulièrement aujourd'hui. Il y a une espèce d'illumination, mais cette attaque contre un pape a effectivement provoqué une espèce de déflagration dans l'esprit de ce jeune homme, de ce jeune terroriste turc. La bonne idée de votre livre-album, c'est de couvrir l'ensemble de l'existence de Jean-Paul II. C'est-à-dire qu'on ne commence pas, bien entendu, avec son élection sur le trône de Saint-Pierre. On revit à côté de lui une enfance dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été difficile déjà, cette enfance. Absolument. On ne peut pas comprendre Jean-Paul II, toute l'action qu'il a menée pour un monde de paix, pour un monde de respect de la vie, de respect des droits de l'homme, pour un monde de liberté, un monde de démocratie, si on ne se souvient pas que lui, dans sa jeunesse, dans sa chair, a connu les pires période du XXe siècle. Il a connu la fin de la Première Guerre mondiale, son pays occupé par les nazis. Il avait 20 ans quand les premières bombes allemandes tombaient sur sa ville de Cracovie. Il a vécu l'interdit de faire ses études normalement à Cracovie, alors que c'était un jeune homme extrêmement brillant. Il a connu... Quand vous dites brillant, est-ce qu'il avait un domaine de prédilection? C'est la philosophie. La philosophie, c'est ça. Avant même la théologie. Il a été jeune, ouvert au monde, mais prisonnier dans son pays sous la botte des nazis. Et ensuite, ce même homme a dû s'affronter à l'horreur, à la nuit du régime communiste. Mais il y a chez lui aussi, qui est indispensable pour comprendre les deuils de son enfance. Il a perdu sa maman à 9 ans. Il a perdu un frère aîné pour lequel il avait immensément d'admiration. Il avait quelques années après, et il a perdu son père, il avait 20 ans. Ça veut dire que ce futur pape, ce futur très grand pape, à 20 ans, n'avait plus de famille. Et on était en pleine de la guerre. Voilà, c'est ça. Hein. Donc tout ça est compliqué. Donc il y a eu une espèce de conjonction entre sa tragédie personnelle, sa tragédie familiale, sa solitude, cet orphelin, et puis le drame de son pays, la Pologne, déchirée à travers l'histoire, occupée par les nazis et ensuite occupée, persécutée par le régime communiste. Comment devient-il prêtre dans ce contexte tellement difficile, justement ? C'est une vocation tardive, hein. Oui, c'est ça, il faut le dire. Oui. C'est pas un petit jeune homme de 12-13 ans qui se dit toujours je vais devenir prêtre. Non, c'est une conversion tardive quasiment. C'est une conversion tardive, c'est une vocation tardive, c'est une réflexion qu'il a menée à partir de ses lectures de la Bible. Il faut savoir que lorsqu'il était jeune, attaché dans les camps de travail dans son pays pendant la guerre, dans les rares moments de repos qu'il pouvait avoir lorsqu'il travaillait comme tailleur de pierre dans une carrière, il lisait la Bible. Et puis il a rencontré quelques prêtres. Il avait un père jusqu'à sa mort quand il avait 20 ans qui était extrêmement croyant, un peu rigide même dans sa foi. Et tout cela a marqué ce jeune homme. Et il est entré au séminaire en pleine guerre, et dans un séminaire qui à cette époque-là était clandestin. Il n'y avait pas de droit à la formation des jeunes prêtres dans la Pologne occupée par les nazis entre 40 et 45. Mais dans la Pologne entre guillemets libérée par l'armée rouge, c'est pas beaucoup mieux, et ce qu'il va vivre dans l'après-guerre est également très dur, faut le dire. Ce pape a connu dans sa chair les deux grands
totalitarisme du XXe siècle. Et on peut dire que de cette manière, il était particulièrement prédisposé à cette fonction de pape, c'est-à-dire chargé de l'universalité de l'Église et avoir une parole adaptée au monde. Mais c'est tout son discours qui viendra ensuite comme pape sur les droits de l'homme, sur le totalitarisme, sur l'absence de liberté, l'absence de solidarité, le respect des droits de l'homme, tout cela s'inspire, s'enracine dans la double expérience qu'il a faite dans sa chair des deux totalitarismes du grand siècle. Et oui, il y a un chapitre passionnant de votre livre qui s'appelle « La résistance par la croix », où l'on voit ce prêtre qui devient donc évêque, archevêque, cardinal, et qui devient une sorte de personnalité politique de son pays, la Pologne. Hein. C'est important de le souligner. Et dans les documents qu'on pourra trouver dans ce livre-objet, il y a des rapports de la police voilà, j'en ai là sous les yeux, politique communiste polonaise sur les activités de ce jeune prêtre, comme de tous les jeunes prêtres, et sur ses activités de archevêque. Et tous ces sermons d'archevêque étaient suivis par les espions du régime. On comprend que l'élection comme pape du cardinal archevêque de Cracovie ait été une véritable déflagration en 1978. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de Jean-Paul II cet après-midi avec votre invité. Nous allons un peu plus loin. Nous avons découvert sa formidable personnalité il y a quelques instants. Vous recevez Henri Tinck, il est journaliste, écrivain, ancien responsable des informations religieuses au Monde et surtout auteur de Jean-Paul II, l'homme de Dieu. Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, l'homme de Dieu, l'arpenteur du monde, paru chez Télémac, un magnifique livre-objet. Eh oui, c'est ça. Alors j'ai sorti d'une pochette d'un soufflet, vous savez, un facsimilé de l'Osservatore Romano. L'inizio del pontificato di Giovanni Paolo II, l'ouverture du pontificat de Jean-Paul II, et on a en entier tout le journal. Il faut pouvoir lire l'italien, mais c'est assez extraordinaire, hein, ces livres-objets, Henri Tinck, il faut le dire, c'est un bonheur. On est vraiment au cœur d'une histoire. Il y a par exemple les diplômes qu'il obtenait quand il était collégien puis lycéen. Il y a ses certificats au séminaire. Il y a des choses magnifiques. Et puis quand il est pape, il reçoit le président américain et on a le programme de ces rencontres avec le président américain, tout ça en facsimilé dans les petites pochettes à l'intérieur du livre. Alors les visites d'État ou même privées d'ailleurs de chefs d'État au Vatican, ça existait depuis très longtemps. En revanche, les voyages officiels d'un pape un peu partout sur la planète, c'est une découverte qu'a faite le monde à travers Jean-Paul II. C'est-à-dire qu'il a vraiment lancé une toute nouvelle façon de diriger l'Église catholique. Absolument. C'est le grand bouleversement. Le pape était l'évêque de Rome, gérait ce qu'on appelle la curie romaine, de toujours un peu de mauvaise réputation, et puis le pape gérait les affaires du monde à partir de l'Italie, très déterminé par la politique italienne. Là, ce sont les portes qui s'ouvrent. C'est ce pape qui sort non seulement de Rome, non seulement de l'Italie, mais qui va partout. Bon, pendant les 26 ans de son pontificat, il a visité 170 pays. Incroyable. C'est incroyable. Alors on se rappelle bien sûr ces images d'un pape qui baisait le tarmac à chaque fois qu'il arrivait sur une nouvelle Absolument. terre. Et le meilleur souvenir que j'ai, ce sont quand même ces voyages en Pologne. Parce que vous l'avez accompagné, il faut le dire. Oui, j'étais souvent dans l'avion de Jean-Paul II lorsqu'il partait comme ça à l'étranger. Et les meilleurs souvenirs que j'ai de cette personnalité, c'est quand il était chez lui en Pologne. Il parlait avec autorité et il y avait une espèce de contact magnétique entre la foule
et lui. Et on avait du mal à le faire partir, à quitter le podium, parce qu'il était dans sa langue, donc naturellement le contact passait mieux, et c'était des dialogues ininterrompus entre la foule qui l'interpellait et puis le pape de lui-même. Jamais dans l'histoire on avait eu une chose pareille, un pape comme ça s'abaissant à faire des bains de foule et à communier de cette manière. Malgré ce qui s'était passé en 81 lui. d'ailleurs, il faut le dire, puisqu'il a continué évidemment, il a même encore accéléré le rythme, si je puis dire, après l'attentat, bien sûr. Il y a un aspect sur lequel vous insistez, ce sont les liens avec l'État d'Israël et avec les Juifs en général. Ça, c'est un aspect important du pontificat. Il y a la chute du communisme à laquelle il a pris une grande part. Je crois qu'aucun historien aujourd'hui ne le conteste. Et M. Gorbatchev, à l'époque, l'avait reconnu publiquement. Il a été allé lui rendre hommage au Vatican même. Le premier leader d'une puissance athée communiste et le leader d'une puissance spirituelle comme l'Église catholique se rencontrant, c'est extraordinaire. Mais le deuxième héritage principal de Jean-Paul II, c'est le dialogue avec les autres religions. On parle aujourd'hui beaucoup des religions, pas toujours sous leur bon jour, mais là, il a personnifié, incarnait le rapprochement avec le monde juif. Pourtant, il était mal vu au début, venant de Pologne, qui a une tradition d'antisémitisme incontestée. Le monde juif l'avait mal vu, mais il a multiplié les gestes vis-à-vis de la communauté juive à travers avec le monde. Des liens très approfondis. Le premier étant en 1986 la visite à la synagogue de Rome. C'est la première fois qu'un pape, après 2000 ans d'histoire, rentrait dans une synagogue. Il faut voir ce que pouvait représenter la communauté juive en Italie pour le pape. Le pape les méprisait fondamentalement. Donc, 2 millénaires d'ignorance et de persécution du monde juif prennent fin au XXe siècle grâce au Concile Vatican II, qui est l'événement le plus important de l'Église catholique au début des années 1960. Mais aussi grâce à la personnalité de Jean-Paul II. Mais grâce à cette personnalité, il va rendre visite aux Juifs à la synagogue de Rome et il leur dit, c'est la première fois qu'on entendait ça, vous êtes nos frères, vous les Juifs, et vous êtes nos frères aînés dans la foi. Notre foi chrétienne est dépendante directement du judaïsme. C'est aussi lui qui va dans les camps de concentration. Il visite Auschwitz et c'est aussi lui qui réconcilie Israël et le Vatican. Et il y a des relations diplomatiques qui s'ouvrent pour la première fois entre le Vatican et Israël, et surtout, c'est lui qui va à Jérusalem se recueillir au mur des lamentations. Et les Français dans tout ça, et la France, fille aînée de l'Église, nous y venons avec vous dans un instant, Henri Tinck. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et le Père Noël est passé plus tôt aujourd'hui dans Au cœur de l'histoire avec un très beau livre qu'il nous a apporté et que l'on feuillette avec vous. Franck Ferrand, il est signé Henri Tinck et il s'appelle Saint Jean-Paul II, l'homme de Dieu, l'arpenteur du monde chez Télémac. Alors je parlais de la France. France, qu'as-tu fait de ton baptême ? C'est la question qu'avait posé le pape lorsqu'il est venu la première fois. Il a été reçu ici par tous les présidents, par le président Giscard d'Estaing, le président Mitterrand, le président Chirac. Il a fait beaucoup de voyages en France, Jean-Paul II. Il en a fait 8 exactement, oui. Ce qui est presque autant que la Pologne. Oui. C'est le deuxième pays qu'il a visité le plus. Alors au début, les Français étaient un peu réservés par rapport à ce pape polonais. Ils se disaient la Pologne, c'est un catholicisme très traditionnel. Et puis lui, il est arrivé et il a parlé de culte des saints. Il a renvoyé la France à sa foi d'autrefois, à sa foi traditionnelle d'autrefois. Et le catholicisme un peu de gauche, un peu progressiste, l'a mal vu. Mais ça n'a pas duré longtemps. Après, il a vraiment touché le cœur des Français. Et quand il est mort en 2005, on a vu les Français très marqués. C'était frappant. Et puis les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse de Paris en 1980,
97 ont été les plus nombreuses de l'histoire des GMJ. Donc le contact a fini par passer et Jean-Paul II était extrêmement estimé en France. On a compris tardivement, mais on a compris son message. Les dernières années de sa vie ont été assez pénibles, il faut bien le dire, parce qu'il était très malade. On voyait même qu'il souffrait. Ça a été une fin de pontificat vraiment, vraiment dure. On le traînait dans son fauteuil et là, c'est vrai que après la démission de Benoît XVI, vous vous souvenez, en 2013, on a dit mais pourquoi Jean-Paul II n'a pas démissionné, quoi. Et je crois qu'il y a deux réponses. Il y a ce qu'on pourrait dire la logique des hommes. La logique des hommes voudrait qu'un pape, au bout de ses forces, malade, ne pouvant plus marcher, ne pouvant presque plus parler, il faut qu'il abandonne, il faut qu'il démissionne. Et puis, il y a la logique des hommes, mais il y a la logique de Dieu, si on veut se placer du point de vue de ce pape. Et pour lui, être malade tout en restant pape, c'était une manière d'incarner une sorte de proximité, une sorte de charité pour les gens malades, pour les gens pauvres, pour les gens handicapés. Voilà ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de cette longue agonie, au fond, de ce grand pape. Cette vieillesse s'est faite en partie à Castel Gandolfo. Le pape se retirait de plus en plus souvent. D'ailleurs, son successeur, le pape Benoît XVI, l'actuel pape émérite, vit également à Castel Gandolfo. Je voulais dire un mot de cette petite bourgade au sud-est de Rome, à quelques lieues de la ville éternelle. On est au bord d'un très joli lac, le lac d'Albano, d'un bleu très profond. Il y a là donc une résidence papale et Bernard Lecomte, dans son dictionnaire amoureux des papes, nous dit « Le lieu est magique, on accède au sommet de ce gros village par une rue qui monte, un peu comme à Vézelay, jusqu'à une petite place fermée au nord par la façade du palais apostolique, reconnaissable à sa porte monumentale et à sa petite loggia, sa fameuse loggia où le pape vient saluer la foule, bien entendu. » Alors, on a toujours fréquenté cet endroit et dans l'Antiquité, c'était déjà un site fréquenté par les empereurs parce qu'il était particulièrement beau. Au Moyen-Âge, c'est la famille Gandolfi qui s'est installée là, d'où le nom même de Castel Gandolfo. Et c'est le pape Clément VIII qui a acquis Castel Gandolfo en 1596. Donc ça a été le début de tous ces voyages, de tous ces séjours souvent estivaux de tous les papes quasiment depuis le XVIe siècle. En tout cas le tout début du XVIIe siècle, on peut le dire. Le lieu a été déserté au moment de l'unification italienne. Les accords de Latran lui redonnent son rôle, lui assurent un statut d'extraterritorialité. Depuis, le lien avec la papauté ne s'est jamais démenti. Voilà, c'était la petite page patrimoine, si je puis dire, à propos de cette émission sur le pape Jean-Paul II. Votre ouvrage, Henri Tingue, s'intitule « Saint Jean-Paul II, l'homme de Dieu, l'arpenteur du monde ». C'est aux éditions Télémac. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain en direct à 14h au cœur de l'histoire. Oui, pour une émission consacrée aux corsaires et vous nous raconterez l'histoire du corsaire maudit Jacques Cassard.